Bonjour à tous, bonne année 2025 à tout le monde et on va la commencer avec ma liste des 8 plus mauvais films de l'année 2024. Alors comme 2020, comme 2023, 2024 a été une très bonne année pour le cinéma. J'ai découvert des pépites que j'adorais vraiment, mais encore une fois, cette année a également été riche en navets. Et donc, bah, je vais vous les présenter. Alors, comme d'habitude, je rappelle, c'est avant tout mon opinion totalement subjective. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'y voyez pas une attaque. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs pourquoi vous n'êtes pas d'accord, tout en restant respectueux. C'est juste pour donner mon avis et pour parler de films que j'ai considérés comme très mauvais. Mais avant de commencer, pour bien clarifier, je vais vous faire rapidement une liste des films, des films que je n'ai pas vus et dont du coup vous pourriez être surpris de ne pas les voir sur cette liste. Donc autant des films considérés comme bons que comme mauvais. Donc voilà la liste, je vais essayer d'être rapide, des films que je n'ai pas vus en 2024. Alors, il y a La planète des singes, Le Nouveau Royaume, que j'ai pas vu parce que bah, j'ai vu aucun film La planète des singes. Et en vrai, c'est dommage parce que il avait l'air très réussi et les films La planète des singes en général ont l'air vraiment très bons, donc il faudra que je m'y mette un jour. Un petit truc en plus, un film qui a eu un succès aussi monstrueux que totalement inattendu. Et en fait, je suis pas allé le voir parce que dans ma tête, c'était juste un autre film cliché pour se donner bonne conscience, où en gros, ça aurait été parler des handicaps et s'en servir d'une manière totalement romancée pour en gros toucher le public, enfin exploiter le handicap qui est un sujet vraiment sérieux pour se donner bonne conscience et pour toucher le public facilement. Mais après, au fond, je savais qu'il n'y avait pas une mentalité vraiment de connard là-dessus parce que le film est réalisé par Artus qui je pense, qui j'en suis sûr, l'a fait avec le plus grand sérieux et la plus grande bienveillance du monde. D'ailleurs, je pense que le film n'aurait pas autant marché s'il n'était pas très respectueux envers les handicapés. Donc, je doute pas une seconde qu'il a été fait dans le plus grand respect envers les handicapés. Et au fond, c'est une très bonne chose aussi qu'il ait pu permettre notamment, s'il peut permettre notamment à des acteurs handicapés de montrer leur talent, bah voilà, voilà, très bien, mais c'est juste que voilà, moi, je ne l'ai pas regardé. Je n'ai pas vu non plus Borderlands, parce que voilà quoi, quand un film dans la bande-annonce fait sa promotion en te disant que c'est par les mecs qui ont produit Venom et Suicide Squad, tu sais à peu près à quoi t'attendre, donc non, ça, voilà, je suis pratiquement sûr, d'ailleurs les critiques étaient unanimes là-dessus, que c'est un navet monumental, mais même pour me marrer devant sa nullité, j'avais pas la force. Gladiator 2, parce que bah j'ai pas vu le premier Gladiator, et même si je l'avais vu, je sais pas si je serais allé voir celui-là, parce que bon, Ridley Scott, voilà, maintenant on sait ce qu'il est devenu, il y a une époque où il réalisait d'excellents films, mais maintenant c'est devenu un vieux con aigri et prétentieux qui se croit supérieur et qui fait des films de plus en plus bâclés. Napoléon, il a carrément assumé d'avoir fait aucune recherche, alors qu'il vendait quand même ça sur le vrai visage de Napoléon. Donc voilà quoi. Mais en plus, et c'est un film qui d'ailleurs divise les fans. Il y en a certains qui disent qu'il est bon, d'autres pas du tout. Donc voilà, moi je l'ai pas vu en tout cas parce que j'ai pas vu le premier et en même temps parce que je me dis que Ridley Scott a vraiment perdu la main. Bad Boys, Ride or Die, parce que j'ai vu que le tout premier Bad Boys et que j'ai détesté, c'est vraiment, je ne comprends pas comment Bad Boys a fait pour devenir un film culte. Bon, quand il était réalisé par Michael Bay, je savais que je pouvais pas m'attendre à un chef-d'œuvre, mais
un film aussi vide. Je veux dire, il n'y a rien d'intéressant dans ce film. Les personnages sont à la fois antipathiques et pas du tout. Ils sont pas du tout attachants, hein. Ils sont même pas drôles. Il n'y a aucune scène qui m'a fait ne serait-ce qu'un minimum sourire. C'est vraiment pour moi un très mauvais film, Bad Boys. Je comprends pas comment est-ce que il peut même avoir des gens qui l'apprécient parce qu'il y a vraiment rien. Il y a vraiment rien d'appréciable dans ce film. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Bon, après que Will Smith puisse revenir au cinéma après le scandale de sa gifle, personnellement, j'ai envie de dire que tant mieux pour lui, parce que c'est vrai que sa réaction face à Chris Rock était exagérée, mais était exagérée et beaucoup trop agressive. Mais bon, Chris Rock se comportait quand même comme un con ce soir-là. Godzilla X Kong, le nouvel empire, parce que j'ai vu aucun film Godzilla et aucun film King Kong. Mais bon, en même temps, j'ai l'impression que voilà, c'est une saga de films dont même les fans les plus hardcore de Godzilla et King Kong renient. Et c'est vraiment, il n'y a plus personne pour défendre, donc je pense pas que j'ai loupé grand-chose. Furiosa, une saga Mad Max, parce que je n'ai vu aucun Mad Max. L'aventurier masqué l'a vu, il m'a dit que c'était génial, donc voilà, je n'en doute pas. Voilà, là, dans ce film, t'as Chris Hemsworth qui redevient Fat Thor, donc oui, allez, donc ouais, je l'ai pas vu, mais je doute pas que ça en valait la peine. SOS Fantôme, la menace de glace, parce que j'ai vu que le premier SOS Fantôme, et de toute façon, je veux dire, pourquoi ce film existe? Pourquoi il continue de tirer sur l'ambulance? Encore une fois, j'ai vu que le premier SOS Fantôme, mais quand je vois ce qu'ils en font, maintenant leurs ennemis, c'est des fantômes de glace. Vous êtes sérieux? En plus, le pire, c'est que dans la bande-annonce, tu vois à la gueule des acteurs du premier SOS Fantôme comme Bill Murray que même eux en ont plus rien à foutre. Alors, Bill Murray, il joue tout le temps, voilà, il joue tout le temps des personnages sarcastiques et qui n'ont pas du tout envie d'être là. Mais là, ça se sent qu'il ne joue pas et qu'il en a juste ras-le-bol. En plus, ce film, c'est vraiment sorti dans l'indifférence la plus totale. Je veux dire, je sais juste qu'il existe parce que j'ai vu les bandes annonces, mais sinon, j'ai vu absolument personne en parler. Ouais, c'est quand même incroyable. C'est d'autant plus incroyable que oui, SOS Fantôme, c'est quand même extrêmement culte comme film. Ça a une large communauté de fans. C'est une référence cinématographique. Ouais, c'est vraiment le déclin, le déclin. Smile 2 parce que j'ai pas vu le premier Smile, de ce que je sais du premier Smile, ça a l'air d'être une sacrée daube, donc voilà, je pense pas que j'ai vraiment raté quoi que ce soit. Winnie the Pooh Blood and Honey 2, oui, la fanfic où tu vois Winnie l'ourson devenir un tueur en série a eu droit à une suite. Moi-même, j'ai du mal à le croire. Je veux dire, je me suis préservé de regarder Winnie the Pooh Blood and Honey parce que bon, je doute pas une seconde de l'immense merde monumentale que ça doit être. Ça doit être, rien que la bande-annonce, tu vois que c'est un des pires slashers qui ait jamais été fait. Je pense que même les suites interminables de Vendredi 13, Halloween ou Les Griffes de la Nuit faisaient mieux. Et je veux dire que c'est pu avoir une suite, c'est vraiment totalement affligeant. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que ces cons vont même pas s'arrêter là. J'ai l'impression qu'ils en préparent carrément un troisième et qu'en plus après ils vont faire la même chose avec Bambi. Je veux dire, ça vous suffisait pas de inclure que Winnie l'ourson soit un tueur en série. Vous allez maintenant essayer de nous dire que Bambi est un tueur en série. C'est vraiment le, f- le fait qu'il y ait cette idée et le fait que cette idée marche, ça te fait questionner l'humanité que des fois. Alien Romulus, parce que je n'ai vu aucun alien, mais l'aventurier masqué l'a vu et m'a dit que c'était très bien,
Donc voilà, et oui, et ça j'en doute pas, ça doit être très bien, notamment parce que Ridley Scott n'est plus là pour y foutre sa merde des grilles, qui veut pas qu'on le dépossède de son œuvre, alors que je crois que c'est même pas lui qui a tout fait Alien à l'origine. Deadpool et Wolverine, parce qu'en fait, bah, j'ai vu aucun Deadpool, c'est-à-dire que le premier Deadpool, j'ai vraiment regardé les 9 dixièmes, mais je me suis arrêté juste après la bataille finale. C'est vraiment, je me suis arrêté les 5 dernières minutes du film. Je sais pas pourquoi, j'en avais marre. J'ai pas détesté le film, mais voilà quoi, tout le monde s'enjaille sur ça. D'autant plus que ce film-là m'énervait particulièrement parce que c'était en gros chier sur la superbe fin de Logan qui offrait enfin à Logan la conclusion qu'il méritait pour le ramener, voilà. Et puis oui, ça me confirmait aussi le pseudo-anticonformisme des films Deadpool, quand notamment tu forces Logan à reprendre son costume ridicule des comics que les films X-Men moquaient. Alors que bon, les films X-Men ont jamais prétendu avoir un humour très subversif, mais eux-mêmes étaient conscients que le costume de Logan était juste à chier, complètement ridicule, mais on le fait revenir juste pour le fanservice. En plus, dans les bandes annonces, ce Logan-là a l'air d'avoir beaucoup moins de personnalité que dans les films X-Men et de se résumer au bourrin enragé. Mais voilà. Mais voilà, après bon, c'était trompeur parce que voilà, apparemment ça chie pas tant que ça sur Logan. Apparemment, c'est le film Deadpool le plus drôle et le plus subversif. Et j'ai regardé quelques extraits sur YouTube et je dois avouer que ouais, c'était bien fait et ça a marché. Que ce soit oui la scène d'introduction qui est hyper bien faite. J'ai aussi vu les extraits avec avec Nice Pool et ses pistolets en or qui étaient absolument hilarants. Et j'ai aussi regardé toujours sur YouTube la tirade que Logan fait en colère à Deadpool, qui pour le coup était vraiment très forte. Donc oui, je pense que j'avais porté un jugement sur ce film, mais voilà, un jour il faudra que je regarde complètement les trois Deadpool, parce que finalement, oui, pourquoi pas. Peut-être que j'ai manqué quelque chose, je sais pas. Loup-garou, est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi ce film ne m'intéresse pas? Non? On est d'accord. Moi moche et méchant 4 parce que j'ai pas vraiment vu le moindre moi moche et méchant, c'est-à-dire que j'ai vu les trois quarts du premier quand j'étais petit, mais j'étais vraiment voilà, j'étais vraiment très jeune. Je me souviens de l'histoire, mais voilà, qui en vrai me convainquait pas plus que ça, alors même que j'étais enfant, donc forcément j'étais bien un public beaucoup plus facile. Et voilà. Alors que moi, moche et méchant, c'est en plus un truc très lucratif. Là, j'ai l'impression que c'était pas l'indifférence totale, mais que ça a quand même beaucoup moins bien marché. Après, oui, j'ai envie de dire, il y a un moment où faut s'arrêter, les mecs. Hmm. Et dernier film que j'ai pas vu alors que il a fait parler de lui, c'était The Fall Guy, donc le film sur des cascadeurs avec Ryan Gosling et Emily Blunt ou Blunt, désolé, je sais pas comment ça se prononce. Je l'ai pas regardé parce que ça m'intéressait pas du tout. Apparemment, c'est un film sympa, donc ok. Maintenant, désolé, on commence toujours pas la vraie liste. Là, maintenant, je vais vous parler des films qui, en soi, sont que là, pour le coup, à partir de maintenant, on parle que de films que j'ai vus. Et là, je vais vous parler de films qui, en soi, sont pas si mauvais que ça. Ils sont pas bons à proprement parler, mais ils sont pas mauvais au point d'avoir mérité que je les mette dans le flop. Donc, parmi ces films, il y a Ici et là-bas.
Donc c'est un film avec Ahmed Silla et Hakim. Désolé, j'ai oublié le nom de famille, mais Hakim, enfin oui, le gars du Whoop. Où en gros Hakim, c'est un blanc qui vit en Afrique et qui se voit expulsé et du coup il est obligé d'accompagner, je sais plus, je crois que c'est son, oui, je crois que c'est son cousin, donc Ahmed Fila, un noir je sais plus exactement ce que son métier, mais en gros il analyse des produits oui, c'est ça, il essaie de convaincre des commerçants, donc qui font de la bouffe, de travailler pour son entreprise. Donc ils font un road trip à travers la France. Alors, voilà quoi, ce film en soi est pas bon. Les acteurs sont bons, Ahmed Silla joue bien, Hakim joue bien. En vrai, voilà, les deux c'est des bons acteurs et je leur souhaite de pouvoir se faire une petite carrière parce que en vrai, ouais, ils le méritent. Mais voilà, ça sauve pas le film. Bon, le truc est quand même très simpliste. Oui, on te fait le coup classique de, dans un pays en Afrique, absolument tout le monde, mais quand je dis tout le monde, c'est vraiment même l'administrateur chiant qui te dit que tu vas retourner dans ton pays, même lui, il est sympa. Tout le monde, voilà, tout le monde est ton frérot, tout le monde est ton frérot. Tu risques pas du tout d'être égorgé parce que t'es blanc, tout est sous contrôle. Mais évidemment, en France, on te tasse dès que tu veux aider une vieille dame. Donc bon, évidemment, voilà, c'est toujours des trucs hyper simplistes, mais en même temps, bon, on pouvait pas s'attendre à autre chose. Mais de l'autre côté, c'est pas non plus totalement un truc anti-français parce qu'on te fait découvrir des belles régions de France, les producteurs locaux. Bon, ça reste très basique comme message, le coup classique du gars qui travaille pour une entreprise sans scrupules et qui se retrouve et qui manque d'escroquer des producteurs locaux, mais qui apprend les vraies valeurs. C'est très basique, mais je dois avouer, il y a quelques moments qui étaient bien faits, il y a quelques moments qui m'ont fait sourire, mais voilà, encore une fois, c'est pas vraiment drôle, l'histoire est pas passionnante, les personnages n'ont pas vraiment de consistance, et c'est beaucoup trop simpliste. Un autre film qui n'était pas suffisamment mauvais pour être dans le flop, c'est Kraven le chasseur. Le dernier film du SCU, l'univers cinématographique qui regroupe les deux Venom, qui regroupe les deux Venom et Morbius. Alors, comment dire? Vous voyez, je vais vous expliquer. Venom, c'est un film où ça avait commencé pour moi. Le début, j'étais en mode pourquoi pas. C'était pas un grand film, mais je me disais ça allait dans une direction, ça peut être sympa. Puis dès que Venom apparaît, ça devient n'importe quoi, c'est juste navrant. Venom 2, c'est un nanar absolument hilarant. T'es partagé entre le rire face à tant de médiocrité et la déception l'affligement quand tu vois que c'est Andy Serkis qui réalise ce truc. C'est quand même dingue parce que Venom 2 en plus, tu te rends compte que l'histoire aurait pu être pas mal si on n'avait pas le Venom qu'on avait. C'est quand même dingue parce que le personnage qui gâche tout, c'est Venom lui-même. Morbius, c'était aussi un mauvais film, mais je trouve qu'on s'est peut-être un peu trop acharné là-dessus. Il est mauvais, c'est clair, mais tu sens que le réalisateur, il avait essayé, voilà, il avait essayé de faire des choses, de limiter les dégâts comme il le pouvait. Jared Leto jouait bien, Matt Smith bien son rôle de méchant. Les personnages étaient intéressants. Je trouvais que les scènes d'action étaient un minimum travaillées. Les thématiques oui, sur le handicap, je l'ai trouvé aussi intéressante. Ça en fait pas un bon film, mais pour moi, c'est un film où le réalisateur a vraiment essayé jusqu'au bout.
contrairement à celui de Venom, qui a commencé avec un truc sympa, mais a décidé de tout lâcher en milieu de film, tandis que celui de Morbius, il a tenu son coup jusqu'au bout, et c'est pour ça que d'ailleurs je lui souhaite de pouvoir malgré ça euh, avoir une carrière en tant que réalisateur, parce qu'il a du potentiel. Mais du coup, Kraven le chasseur, je me disais, oui, je pensais voir un truc un peu comme Morbius, c'est-à-dire pas un truc grandiose, mais voilà, un truc où on peut limiter les dégâts, d'autant plus que Kraven le chasseur, c'est quand même un méchant stylé, avec une vraie histoire, une vraie identité, tu peux faire des trucs vraiment cool avec. Là où Morbius, c'est quand même un personnage très difficile de faire quelque chose de vraiment bien avec, avec un personnage comme Morbius. Et du coup, le résultat, c'était. J'ai pas du tout aimé, hein. J'ai pas du tout aimé le film, mais juste une indifférence totale. C'est-à-dire, attendez, j'ai vu le film il y a 3 jours et je l'ai déjà pratiquement oublié. C'est-à-dire, les acteurs en ont pas vraiment quelque chose à foutre. Aaron Taylor Johnson, à part grogner, il fait pas grand-chose. Les personnages en soi sont assez inintéressants. Bon, on est à un niveau de cliché qui est quand même insupportable. Je veux dire, voilà, c'est des Russes, donc forcément il faut qu'ils parlent toujours avec un accent comme ça. Et il faut qu'ils soient obsédés par la virilité que, que le père de Claven, on te l'appelle que parce qu'il est un Russe, il est extrêmement violent, il empêche ses fils d'avoir la moindre l'enfance, etc., etc. Parce que nous, les Russes, on viole, on tue, on est Russes. Non mais je vous jure, c'est vraiment comme ça pendant tout le film, c'est juste, je veux dire, oui, je sais qu'on est dans un film américain, donc forcément on doit s'attendre à une représentation très stéréotypée des Russes, mais là quand même, c'est un niveau. Le pire, c'était. Dès le début, je comprenais à quoi j'avais affaire parce que le niveau de professionnalisme est quand même tellement grand qu'au début, t'as Craven qui parle en russe. Sauf que tu comprends direct que c'est Aaron Taylor Johnson que c'est pas Aaron Taylor Johnson qui parle russe parce que qu'il a été redoublé parce que le doublage en question est affreux, c'est-à-dire que Aaron Taylor Johnson a les lèvres pratiquement fermées alors que la façon dont le personnage parle et les mots en soi ça fait que sa bouche devrait automatiquement être grande ouverte. Du coup, ça fait un effet affreux où c'est je ne sais pas pourquoi là, bon, voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Et je me dis, mais quelle bande de branleurs, c'est pas possible. Hmm, les libertés prises, en vrai, oui, voilà, je veux dire, ils ont changé les origines de Craven et ils ont changé la nature du Rhino. Je veux dire, c'était pas forcément des mauvais changements, c'est juste que ça a rien apporté de bon ou de mauvais. Euh, le pire, c'est que quand même, le film a pas de conclusion, mais vraiment, c'est-à-dire que à chaque fois, tu te dis que ça va être la fin, mais t'as une scène après qui arrive, et quand pratiquement la dernière scène arrive, t'es en mode, attends, ça s'arrête là, vous êtes sérieux? Donc voilà, c'est aussi le film ne sait pas où il va parce que il sait vraiment, je vous dis, le film ne sait pas si Craven est un super vilain ou pas, mais il ne le sait pas dans le sens où c'est pas il crée une ambiguïté sur sa moralité, un peu comme a essayé de le faire, bon c'est planté, mais essayé de le faire Black Adam, c'est non, il ne sait vraiment pas, c'est pas comme Venom où ils en ont fait un ado chouineur, mais qui peut tuer autant qu'il veut parce que c'est des méchants, ou parce que c'est des méchants qui tuent, ou Morbius où c'était oui il a un monstre en lui, mais il doit s'en servir pour affronter un monstre encore plus redoutable, non, là c'est vraiment tantôt c'est un Garistou, tantôt c'est un psychopathe qui s'est fait dévorer par les enseignements malsains de son père
est devenu comme lui alors qu'il le déteste. Et, euh, et d'ailleurs, parlons-en de la nature de sa nature de Garistou hein, à Craven, parce que je vous dis, c'est vraiment insupportable. Il est pratiquement jamais mis en difficulté et il est d'un orgueil, mais je vous dis, il arrête pas de se la péter. J'ai oublié ses répliques, tellement c'est des répliques en plus, vraiment, on dirait les téléfilms des années 80 avec les héros renégains qui te sortent des punchlines à deux balles. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment, ce gars est d'un narcissisme il arrête pas de dire, ils savent pas dans quoi ils ont mis les pieds, je suis un dieu ou des trucs dans le genre. Je vous dis, dans son film éponyme, Black Adam était moins vantard que lui. Je ne déconne pas, c'est vraiment un niveau d'orgueil, incroyable. Après, je dois reconnaître, le film en soi est agréable à regarder. Les scènes d'action sont plutôt bien faites. L'utilisation des pouvoirs est pas trop mauvaise. C'est juste, voilà. C'est un film qui te provoque l'indifférence la plus totale. Et le dernier film qui n'était pas suffisamment mauvais pour être mis dans le flop est Vaiana 2. J'ai adoré le premier Vaiana, le Vaiana, la légende du bout du monde. Quand je vous dis adoré, c'est vraiment adoré. C'est-à-dire, je pense qu'il peut être je pense qu'il est dans le top 10 de mes Disney préférés. Et celui-là, je l'attendais avec impatience comme pas possible. Mais vraiment, je vous dis, j'étais euphorique à l'idée de pouvoir le voir. J'étais tellement à fond dedans. Et oh là 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 là. Alors, l'animation en soi est toujours aussi belle. Voilà, voilà, ça s'est pas détérioré. Bon, après, ils innovent pas par rapport au premier film, c'est-à-dire que ils profitent pas d'aller dans d'autres lieux pour créer de nouveaux espaces qui seraient visuellement magnifiques. Mais voilà. Les personnages qu'on connaît sont toujours aussi attachants. La complicité entre Vaiana et Maui fait toujours chaud au cœur. La scène où ça, voilà, ça je dois avouer, est toujours un plaisir à regarder parce que c'est un de mes duos préférés de Disney. L'humour marche plus ou moins. Hey hey, il me fait toujours rire, mais bon, avec sa gueule de con, on pourrait te faire une compilation de lui qui essaie de se suicider. Je serais mort de rire. C'est vraiment le personnage le plus con de tout l'univers Disney, et ça j'adore. Mais après, c'est genre tout ça pour ça. Alors, les personnages secondaires qui rejoignent l'aventure, j'en ai vraiment rien à foutre. Ils sont d'un manque d'intérêt total. En plus, ils sont tous plus incompétents les uns que les autres. Et ne font qu'empirer les choses. C'est vraiment, je me dis, il y avait, il y avait vraiment n'importe qui sur Motonui qui aurait pu être pioché au pif, qui aurait été un meilleur camarade de navigation. Eux, c'est qu'une bande de trois bras cassés qui sont tellement mauvais qu'ils me faisaient penser aux autres trios de bras cassés là dans Buzz l'éclair. Ils sont pas du tout attachants, pas drôles, ont aucune vraie évolution, passent d'un coup de ceux qui flippent leur race ou n'en ont rien à foutre d'être là à allez, il faut sauver le monde, allez, on y va. Voilà, on essaie de développer des personnages du premier film, comme j'ai oublié leur nom, mais les noix de coco pirates. Je veux dire, ce ne sont pas des personnages, c'est des gags. C'est comme si t'essayais de développer les ours polaires dans Zootopie ou les paresseux. C'est vraiment, je veux dire, personne ne demandait ça. Revoir les noix de coco pirates, pourquoi pas?
mais pour expliquer leur motivation, à quoi ça sert. D'autant plus que à la fois cette motivation est complètement pétée, en même temps elle crée une énorme incohérence par rapport au premier film. Et du coup, bah, quand tu revois le premier film, tu te dis ah, mais oui, donc ça servait strictement à rien. Les scènes sont pas du tout prenantes, c'est-à-dire au tout début, j'étais vraiment investi. Puis vers la première demi-heure, je commence à faire bon, là, ça commence à devenir un peu chiant. Puis t'as eu une chanson de Maui qui m'a remotivé. J'étais en mode allez, on y va. Et la bataille finale, alors que c'est le destin du monde qui se joue, j'en avais rien à foutre. Vraiment. Quand la vie des personnages était en grand danger, même les personnages que j'adorais, je m'en fouettais les reins, je vous assure. Et d'ailleurs, tout ça à cause de qui? À cause d'un des plus mauvais méchants de Disney. Alors, en soi, le personnage n'est pas forcément mauvais. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas de tout le film. Enfin, si, on le voit à la scène post-générique pour te faire comprendre qu'il va revenir. Donc, tout ça n'a servi à rien. Tout ça, en fait, c'était juste un trailer. Et bah, c'est totalement ça, parce que je sais pas si un Vaiana 3 est déjà prévu, mais bon, voilà, s'il s'arrête à là, ça va créer une grosse, voilà, ça va créer un gros vide. Et si un Vaiana 3 sortait, bah, en vrai, je serais enthousiaste, parce que il promet d'avoir des bases pour une bonne histoire. Parce qu'il promet de faire ce que ce film, Vaiana 2, était censé faire. C'est vraiment, Vaiana 2 s'est arrêté à un tiers de ce qu'il aurait pu raconter. C'est l'action bouge tout le temps dans ce film et quand il réfléchit bien, pas pratiquement rien n'a changé. Je ne déconne pas. C'est genre tout ça pour ça. Vous êtes sérieux? Et encore une fois, oui, voilà, c'était chiant. Les chansons étaient bien faites. Il y en avait qui étaient il y en avait qui étaient beaucoup trop longues. Il y a des personnages que je trouvais incompréhensibles, comme la machine qui ouvre la porte de jeu, qui est la gardienne de je sais plus quoi, ou tu sais pas si vraiment c'est une méchante ou une gentille. Et ça, c'est même pas un truc réussi de ambiguïté, rejet du trope rejet du trop manichéen, non. C'est juste un personnage qu'on ne comprend rien. Voilà, c'est-à-dire, je le mets pas dans le flop pour la superbe animation, le fait qu'on voilà que les personnages soient toujours aussi attachants, et les très bonnes chansons, et le fait que et que justement, ça fait que la suite, à moins qu'il se plante vraiment, ne peut être que meilleure. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, ma plus grosse déception de l'année. Bon, maintenant, on a fini les films que je n'ai pas vus et les films pas assez mauvais. On va enfin pouvoir passer au vrai classement. En commençant par, du coup, le numéro 8, Le Larbin. Donc, Le Larbin, c'est un film avec Cadmerade et Clovis Cornillac, où Cadmerade joue un riche entrepreneur qui a un fils playboy et inconséquent qui fait absolument n'importe quoi, mène un train de vie décadent, voilà, et un petit con qui fait n'importe quoi. Attendez, pause, désolé, je me suis trompé, c'est le numéro 7, mais bon, vous avez compris. Le numéro 7, le film dont on parle, vous avez compris. Donc voilà, un petit con en gros. Et donc pour lui donner une leçon, il lui fait croire qu'il s'est retrouvé à l'époque, oui, je crois à l'époque de Louis XIV ou Louis XIII, je suis plus sûr, en tant donc que valet de peau, donc le gars qui doit tenir le pot d'un noble pendant qu'il chie. Voilà, ça vous donne déjà une petite idée du truc. Et pour mettre tout ça en scène, il est aidé de Clovis Cornillac, un réalisateur insupportable qui passe son temps à utiliser des anglicismes. Alors, c'est vraiment un film. Waouh! C'est.
Je veux dire, ça, le film dure 1h47, enfin je sais plus, mais voilà, il dure pratiquement 1h50. Et la moitié des blagues se résume au fait que le gars tienne le pot dans lequel un noble chie. Et que t'as un médecin qui analyse la consistance de sa merde. Je veux dire, même Monsieur Hankis est plus subtil que ça, c'est quand même grave. Et bon, Clovis Cornillac, j'avais envie de le gifler tout le film parce que c'était en gros le réalisateur qui veut être le plus moderne possible, donc il ne s'exprime qu'en anglicisme et ses seules références en termes de cinéma, c'est des réalisateurs américains parce qu'il n'y a aucun réalisateur français qui soit grandiose, hein, c'est bien connu. Après tout, c'est pas comme si Jacques Audiard, Marcel Carné, Albert Dupontel attendez, attendez, j'oublie qui. Ah oui, Henri Verneuil, Jean-Luc Godard, etc. Oui, c'est sûr qu'il n'y a il y a que les Américains pour faire de grands films, on le sait tous. Et évidemment Méliès. Voilà, donc, et aussi le fait d'utiliser tout le temps des anglicismes. C'est un truc qui me rend dingue dans la vraie vie, le fait d'utiliser des anglicismes pour se donner un genre. Alors là, croyez-moi, dans un film d'1h40, de plus d'1h40, ça n'a rien arrangé. Bon, et puis t'as eu aussi une histoire d'amour à deux balles qui se développe entre le fils de Cadmerade entre le fils de Cadmerade et voilà, et juste une comédienne. Et il y a notamment une scène qui m'a fait tilter où il y avait genre un comédien qui s'opposait au fait qu'elle soit forcée de rouler des pelles au fils de Cadmerade parce qu'il disait mais non mais il va en profiter pour la violer. Et là elle dit ouais merci mais en fait je peux me défendre toute seule. Donc ça t'emmerde qu'un mec condamne le fait que tu risques de te faire violer. Je sais que la connerie tue pas, mais là c'est vraiment grave, hein, c'est vraiment grave. Bon, et puis bon, voilà, t'as évidemment, c'est vraiment, c'est vraiment une représentation, t'as vraiment un truc pseudo-féministe dans ce film qui est complètement catastrophique, que ce soit, oui, le fait que cette conne se plaigne qu'on veuille qu'un homme, parce que bon, si c'était une femme, ce serait girl power, mais qu'un homme proteste contre le fait qu'elle puisse se faire violer, oh là là, et évidemment, bon, t'as Isabelle Carré, qui est la copine de Cadmerade et qui est la fine psychologue de la situation, qui comprend ce que n'importe quel teubé aurait compris, et Merad et Cornillac la regardent en mode ah, mais c'est vrai en fait, il y a quelque chose qui s'appelle les rapports humains, mais nous on s'en est pas rendu compte parce qu'on est des hommes et des hommes c'est con, lol. Voilà, donc en plus c'est long, mais j'ai vraiment senti le temps passer et encore une fois, en plus d'1h40, rien ne m'a vraiment fait rire. Le seul acteur qui m'a fait vraiment rire, c'est Christian Eck parce que il joue le contremaître. Parce qu'il joue un comédien qui joue le contremaître sadique du fils de Cadmerade, alors que ce comédien en question dans la vraie vie, c'est une petite âme sensible et délicate. Voilà, c'est pas ouf, mais comme Christian Eck était à fond dans son rôle, ouais, j'ai un peu ri là-dessus, mais vraiment, une des comédies les plus dont j'en ai le plus rien à foutre que j'ai eu. En parlant de comédie dont on n'a rien à foutre, numéro 7, Super Papa. Donc on y retrouve encore une fois Metzila dans le rôle d'un veuf, enfin pas vraiment veuf vu qu'il n'était pas marié, mais bon voilà, donc la mère de son fils est morte et en gros il doit s'occuper de lui et il se rend compte et il se rend et pour du coup remonter le moral de son fils, il lui offre à... Attendez, autre pause. Je suis vraiment con, désolé, je suis vraiment fatigué. Non, je me suis trompé, c'était bien un top 8. Donc tout à l'heure, quand je l'ai rectifié en disant que non, c'était pas un top 8, mais un top 7. En fait, oui, c'est bien un top 8. Donc le Larvin, c'était numéro 8.
Quand Super Papa c'est le numéro 7, excusez-moi, je suis vraiment fatigué. Donc oui, Ahmed Silla, pour remonter le moral de son fils, lui achète, euh, lui achète un notebook du Petit Prince, vierge, en lui disant que s'il écrit n'importe quel souhait dedans, il se réalisera. Et son fils écrit plein de choses et Amessiela s'efforce de les réaliser. Alors bon, j'attendais pas grand-chose de ce film. Je me disais, oui, allez, bon, comédie sympatoche. C'était vraiment rien à foutre du début à la fin. Voilà, encore une fois, Metzila est un bon acteur, il se donnait à fond dans le truc, et oui, j'ai un peu de peine pour lui, qui se retrouve bloqué que dans ce genre de merde qui en plus marche pas du tout au box-office, alors qu'il mérite d'être dans des comédies plus travaillées et qui ont plus de succès, mais bon, ben, voilà, c'est triste. Euh, et je veux dire, l'enfant qui joue le fils d'Ahmed Silla. Alors, donner le rôle principal à un enfant, c'est un pari très risqué parce que tu peux tomber sur un enfant acteur extrêmement talentueux comme dans Maman, j'ai raté l'avion, mais ça peut aussi être absolument catastrophique. En l'occurrence, c'est absolument catastrophique. C'est-à-dire que bon, t'as quand même une scène où le fils, il est avec sa camarade qui veut pécho, bon, histoire secondaire dont tout le monde se fout. Et ça, enfin, son amoureuse lui dit que son cahier magique qui exaucerait tous les vœux, ça n'existe pas, et lui dit, mais si ça existe! Et là, il croise les bras, il fait une moue, maintenant je fais la gueule. Et, euh, et le pire, c'est que dans la scène, c'est pas volontairement exagéré, c'est pas genre tu donnes une attitude ringarde à l'enfant pour montrer oui que c'est un gamin immature qui se ferme à l'évidence parce qu'il veut être bercé dans l'illusion que le cahier des souhaits est réel. Non, non, c'est vraiment mais non, c'est vraiment juste. Non, c'est pas juste enfin, qu'est-ce que tu racontes? Et bon, ça c'est et le pire, c'est que après elle lui dit que c'est en gros que son père lit le cahier, enfin je me souviens plus, mais bon, il découvre la vérité de la façon la plus conne du monde et juste et en plus enfin le pire c'est que ce que lui dit son amoureuse en soi c'est pas du tout une preuve hein, tu peux répliquer à ça par n'importe quel argument, mais lui il la croit automatiquement et donc 30 secondes après avoir fait mais non, c'est un vrai cahier, il est en mode oh, je lui pardonnerai jamais. Et je vous fais mal visualiser la scène, mais je vous dis, c'est hilarant à regarder tellement c'est mauvais, mal joué. Et voilà, je suis désolé de dire ça de l'enfant acteur, parce qu'encore une fois, voilà, c'est pas des, c'est quand quand t'es un enfant, c'est très difficile de tenir le rôle principal. Et je pense que oui, il a dû faire de son mieux, mais voilà, je dois dire les choses, le résultat est catastrophique. Et bon là-dessus, j'étais un peu cruel, mais je dois avouer, il y a une scène où j'ai eu un fou rire. C'est où il se rendait en gros sur la tombe de sa mère. Et t'avais sa grand-mère qui donc s'adressait donc à sa fille, donc à la mère du petit, et il lui disait, oh là là, ton fils te ressemble. Et là, t'as une photo de la mère morte, blanche comme un cul, et juste à côté, t'as la gueule du garçon qui est métisse avec des cheveux en forme de balai. Je sais, c'est cruel, mais là, j'ai eu du mal à retenir. Mais là, j'ai vraiment failli éclater de rire. C'était tellement mal fait, le timing et tout. C'est vraiment, oh là là, ce que tu ressembles physiquement à ton fils. Bon, déjà, en général, une mère, ça ressemble pas vraiment physiquement à son fils. Enfin, ça peut, mais voilà, c'est vraiment le portrait craché de son fils. Mais en plus, là, désolé,
C'était le moment qui m'a le plus fait rire du film, et c'était pas du tout, et c'était censé être tragique, j'en pouvais plus. Et oui, et d'ailleurs, c'est aussi le problème de ce film, c'est que tu sais pas vraiment ce que tu dois percevoir des personnages. Le personnage d'Ahmed Silla, tantôt tu le méprises parce que c'est un père irresponsable qui a totalement ignoré son enfant, et tantôt tu dois le voir comme le père sympa qui fait tous ses efforts pour rendre son fils heureux, donc qui se fout dans la merde juste pour lui faire plaisir. Et bon, la grand-mère, tantôt, on comprend pourquoi est-ce qu'elle est en colère contre lui, tantôt c'est juste la connasse complètement odieuse avec lui. Et il est aussi aidé pour ça, Ahmed Hilla, il est aussi aidé dans ses magouilles par son pote qui est joué par Julien Pestel. Julien Pestel, bah, ouais, désolé de de pouvoir te retrouver que dans ce genre de merde. Le pire, c'est que dans le film, Julien Pestel est en gros en couple avec une hystérique qui veut monter son business de je sais plus quoi, et qui compte pour ça se servir de toutes ses économies, et pas seulement les siennes, hein, aussi celles de son petit ami. Et en gros, à un moment, Ahmed Silla et Julien Pestel se servent de ces économies en question pour faire je sais plus quoi, mais ils font croire que c'est pour accomplir le rêve de Julien Pestel. Et là, il est en mode, attends, t'as gaspillé toutes nos économies juste pour ton intérêt personnel? Oui, exactement ce que tu voulais faire, connasse. Et le pire, c'est que c'est vraiment ça, c'est-à-dire, on te montre que vouloir gâcher toutes les économies pour accomplir son rêve, c'est pas grave que quand c'est le rêve de la meuf. Quand c'est le rêve du mec, c'est juste un connard égoïste et totalement irresponsable. C'est vraiment, on te dit ça, c'est hyper malsain. Je veux dire, c'est une relation des plus malsaines et juste, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Soit tout le monde peut dépenser les économies pour accomplir ses rêves, soit personne ne le peut. Le pire, c'est qu'en plus, les dialogues, je veux dire, je sais pas ce qui s'est passé, mais t'as vraiment vers la fin, genre un moment où justement la copine dit, en parlant de Julien Pestel, elle dit, et on ne parle pas assez de Julien Pestel, donc qui en gros s'occupe du son, et on ne parle pas assez de Julien Pestel qui, et pratiquement après, c'est vraiment une phrase qui n'a rien à voir. C'est vraiment limite, il y a une demi-phrase qui a été coupée parce qu'il n'y a aucune transition. C'est vraiment, t'as même pas le moment chiant où c'est Julien Pestel qui monte, on l'applaudit pour montrer que lui aussi c'est un héros à sa façon. C'est juste, ouais, c'est vraiment un film. Bon, après c'est un truc que la réalisatrice a dédicacé à sa mère, donc bon, voilà, si c'est un film hommage, voilà, je suis désolé de le critiquer avec autant de virulence. Il a été fait avec le cœur, mais voilà quoi. En numéro 6, nous avons Chien et chat, qui est un film français avec Franck Dubosc et Philippe Lachaud, où en gros Franck Dubosc joue un cambrioleur qui a volé un bijou qui est avalé par un chien de rue, et donc en gros il est obligé de se trimballer le chien avec lui et de prendre la fuite tout en étant poursuivi par Philippe Lachaud, son complice enragé, et en chemin, le chien errant va croiser une chatte pourri gâtée qui est utilisée sur les réseaux sociaux. Ce duo, ce duo que tout oppose, va-t-il se rapprocher malgré ses différences? Le mystère est à son comble. Bon, alors, par où commencer? Alors déjà l'animation, elle est absolument atroce. C'est-à-dire que ce coup, ce coup de mettre des animaux et de leur faire parler juste en bougeant légèrement la gueule, faut vraiment arrêter. Je vous dis, cette animation est atroce. C'est-à-dire que euh, je me demandais, je me demandais si c'était des vrais chiens, mais je me demandais si c'était des vrais chiens c'était des vrais chiens genre malades. Si genre c'était pas des chiens qui avaient genre des handicaps, des difformités physiques qui faisaient que
personne ne voulait d'eux et que du coup ils ont été utilisés pour le tournage pour qu'ils puissent quand même avoir une vie malgré tout en partenariat avec une association pour les animaux rejetés, un truc comme ça. C'est vraiment, je vous dis, l'animation est pourrie au point que j'ai pensé que les animaux étaient censés être difformes alors qu'ils sont censés être totalement normaux. Elle est atroce. Ensuite, bon, le scénario, voilà quoi. C'est le scénario classique revu 1 milliard de fois, savoir deux animaux que tout oppose qui se perdent de loin de chez eux. Donc t'as d'un côté le sauvage naïf et de l'autre la citadine superficielle et pain bêche qui vont apprendre malgré leurs différences à se rapprocher. C'est voilà, je veux dire, ce game, en plus, ce genre de film, je regardais beaucoup quand j'étais enfant parce que j'ai toujours adoré les animaux, donc j'adorais ça. Et, et tu fais pas forcément de mauvais films avec ça. Le Chihuahua de Beverly Hills, par exemple, c'est un film, voilà, c'est un film très réussi qui utilise de vrais animaux, mais il utilise bien parce que voilà, il les faisait vraiment jouer. C'était vraiment un film très réussi, le Chihuahua de Beverly Hills, mais celui-là, chien et chat, voilà, les personnages n'ont aucun intérêt. Les acteurs, je suis en mode bof. Et après, Philippe Lachaud, ouais, il est assez convaincant. Il est assez convaincant en taré brutal. Et au début, oui, les gags de, en gros, c'est un gars à la Tom Cruise, c'est-à-dire que bon, il a tellement de flow que dès qu'il fait la moindre action, t'as de la musique épique avec le regard hyper sérieux. Et donc ça, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, faites genre, oui, c'est le gars à la Tom Cruise, du coup, le gars risque tout tellement parfait enfin, le James Bond, un truc comme ça, qui même si c'est un connard, peut échapper à tout, donc faites-le. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que notamment lors des courses-poursuites, il prend pratiquement rien dans la gueule, ou même s'il prend d'énormes trucs dans la gueule, il est tellement fort que il s'en relève totalement intact, donc justement. Moi, j'attends le moment où cette image va être déconstruite et où il va s'en prendre plein la gueule. Et bah, elle est jamais déconstruite et il reste badass du début à la fin. Donc, voilà, c'est un gag sympa, mais qui est pas du tout allé jusqu'au bout. Donc, juste frustrant parce que finalement, oui, c'est confirmé que le personnage de Philippe Lachaud est un énorme badass. Bon, et d'ailleurs, en parlant-en de l'humour, parce que bon, la majorité des gags se résument au fait que le chien veut renifler le cul de la chatte parce que les chiens font ça, mais les chats non. Voilà. Là aussi, tu sens que le level est assez élevé. Et bon, la fin, je veux dire, on en parle que la fin, c'est un plat, que la scène fine, enfin que l'affrontement final, c'est totalement un plagiat de la fin du Faux coupable, le film d'Alfred Hitchcock. Non mais je ne déconne pas, c'est vraiment une fin qui, dans son déroulement, c'est exactement la fin du Faux coupable, mais avec des animaux. C'est quand même absolument ahurissant. Donc voilà, film vraiment, vraiment très mauvais. Nous entrons dans le top 5 avec le numéro 5, Légende à côté. Alors, un film avec Isabelle Huppert. Alors, j'aime beaucoup Isabelle Huppert et ce film me faisait particulièrement envie. J'avais pas vu la bande-annonce, mais l'affiche et le résumé me disaient parce que c'était l'histoire d'une flic qui se lie d'amitié avec une famille somme toute normale jusqu'à ce qu'elle se rende compte que le père est un activiste anti-flic. Voilà, oui, ça pouvait être un sujet intéressant, interroger la police et tout. Et notamment, l'affiche, oui, me tentait avec Isabelle Huppert qui regardait pensive la fenêtre de ses voisins. En gros, oui, l'enquête, vraiment une guerre psychologique, elle ne sait pas quoi faire. Et ben, je vous dis, j'ai pratiquement jamais dit ça d'un film,
Mais pour le coup, ce film-là, c'était vraiment de la publicité mensongère. Vraiment, c'est-à-dire que c'est quand même dingue parce que l'affiche du film, je ne déconne pas, elle te plonge plus dans une vraie ambiance que le film lui-même. C'est-à-dire que bon, le film, c'est Isabelle Huppert a des voisins dont le père de famille est un activiste anti-flic. Et voilà. Le pire, c'est que le voisin, enfin l'activiste scientifique, du coup, c'est une sombre merde. C'est-à-dire que c'est un gars mal élevé, irresponsable, un mauvais père, c'est-à-dire que il prend, que oui, il éduque très mal sa fille, enfin il est avec elle que pour les moments les plus marrants, et puis dès qu'il s'agit de faire un truc sérieux, il laisse ça à la mère. Euh, euh, extrêmement prétentieux parce que oui, il refuse tout débat sur sur est-ce que c'est bien ou pas d'être activiste scientifique. Forcément totalement intolérant parce que dès qu'il apprend qu'Isabelle Huppert est une flic, même si elle a été adorable avec toute sa famille, c'est va te faire foutre connasse. euh, Totalement irresponsable parce que c'est vraiment il reste genre un week-end chez lui et tu vois qu'en une journée la maison c'est Tchernobyl tellement il est pas capable de faire quoi que ce soit faire la vaisselle, ranger, nettoyer, c'est vraiment le truc de l'adolescent qui est incapable de faire quoi que ce soit lui-même. En plus, il mange comme un porc, c'est-à-dire il y a une scène où il bouffe, c'est absolument dégueulasse. Il est pas capable de manger correctement. Et cette sombre merde, totalement incapable, irresponsable et immature, t'es censé être de son côté. Non mais je déconne pas, hein, c'est vraiment, on nous dit, oui, ça c'est les activistes scientifiques, et allez, encourageons les activistes scientifiques. Alors bon, je suis pas du tout un partisan des flics, mais voilà quoi, vous êtes sérieux. D'autant plus que c'est ça le pire, c'est que ces cons, ils te font une représentation des anti-flics caricaturale comme pas possible, tout en te disant, oui c'est comme ça, et c'est très bien. Un tel niveau de conneries, c'est vraiment ahurissant. D'autant plus que bon, il n'y a aucun, voilà, il y a aucun enjeu dans ce film. Je vous spoil parce que ça a vraiment aucun intérêt, mais même à la fin, quand genre il, euh, il la force à l'aider à cacher, je sais plus, genre une arme, enfin un truc totalement illégal. Encore une fois, comme c'est un connard, c'est-à-dire qu'il lui laisse pas une seconde le choix, hein. Il la jette entre ses mains et c'est elle qui doit se démerder. Donc il lui fait prendre d'énormes risques. Alors que le pire, c'est que la scène précédente, c'était il l'avait envoyé chier juste parce qu'elle était flic, alors qu'encore une fois, c'était une femme charmante qui était très agréable avec sa femme et sa fille et qui leur rendait plein de services. Et là, il va la voir il va la voir parce qu'il a un truc qu'il a pas du tout le droit d'avoir. Il lui confie, mais démerde-toi, connard. Et le pire, c'est que c'est vraiment, Isabelle Huppert ne prend pas du tout l'initiative. Il n'y a même pas d'évolution de personnage. C'est même pas, elle décide de l'aider. C'est vraiment, il lui met entre les mains, il lui dit, allez, tu m'en débarrasses, allez. C'est c'est d'un malsain. Et donc, justement, quand il lui donne ça, et que du coup, on doit être en mode oh putain, est-ce qu'elle va se faire griller? Oh putain, oh putain, oh putain. Moi, j'étais en mode bon, bah, qu'elle se fasse griller et qu'on en finisse, j'en ai marre. C'est un film. Waouh! C'est vraiment. C'est vraiment vide. C'est très prétentieux parce que, encore une fois, on te montre une sombre merde comme activiste scientifique. Mais on te dit que oui, ils sont comme ça, ils ont raison. C'est comme si on te disait que les gothiques dans South Park avaient raison. Voilà quoi. Numéro 4 Sous la scène, un film Netflix avec Bérénice Bejo, qui en gros bah, raconte voilà, un requin
C'est en gros, voilà, les dents de la mer, mais à Paris pendant les JO, où un requin arrive à s'infiltrer dans la Seine et il menace le triathlon des JO. Bon, on va pas se mentir, absolument tout le monde savait que ça allait être un sacré nanar. Et je peux vous dire que qu'on n'a pas été déçus, hein. C'est, je dois avouer, visuellement, c'est pas trop mal fait. C'est pas que la mise en scène est réussie, mais le requin est assez bien fait. Au moins, il y a eu du travail là-dessus. Mais derrière, je veux dire, dès les 5 premières minutes, j'étais déjà en train d'exploser de rire. T'as vraiment la scène du début. T'as Bérénice Bejo qui est qui est tirée tout en profondeur dans les abysses par le requin. Elle arrive à s'en détacher et là tu la vois qui émerge à la surface et t'as un plan, mais je veux dire, même Zack Snyder il aurait pas fait aussi long où tu vois sa tête émerger en mode le retour de Bejo et avec en plus, je veux dire, t'as sa gueule, les yeux fermés avec ses dents de vampire, c'est pas pour me moquer, mais c'est-à-dire que là il y a du sang partout et ces dents là elles sont comme mis totalement en avant, donc c'est vraiment, oui, ça fait vraiment vampire. Et avec l'eau en plus qui tombe, je veux dire, et à d'un millimètre par seconde, et je petit, j'étais mort de rire. Et c'est comme ça tout le long du film, hein, tout le long du film. C'est des plans extrêmement prétentieux et évidemment une intrigue complètement hachée et ultra simpliste. C'est oui, voilà, c'est vraiment dans ce film et ce film est totalement merdique. Les personnages sont tous plus cons les uns que les autres. Bon, évidemment, c'est prévisible le coup du maire qui en a rien à foutre parce que de toute façon les JO ça fait voilà, ça lui fait de la pub, mais bon, vous savez que vous êtes capable que vous pouvez faire un personnage con et inconséquent sans en faire une caricature de méchant de dessin animé. Je veux dire, on en est quand même à un stade où du coup, la connasse de mère jouée par Anne-Marie Vin, quand elle fait un discours et qu'elle se fait acclamer, elle fait stop! Et là, tout le monde se tait. C'est en mode oui, 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 admirez-moi, maintenant chute! Admirez-moi, chute! C'est vraiment ça, ce niveau de caricature. Et en plus, c'est montré comme sérieux, hein. C'est vraiment montré comme oh là là, les politiciens corrompus qui ne pensent qu'au profit. Et bah regardez les conséquences. C'est juste totalement affligeant. T'as aussi le coup des écolos qui, du coup, ne sont pas du tout conscients du danger et ils veulent sauver le requin, notamment une énorme cruche qui est tellement conne que quand un requin est ouvertement agressif, elle va lui faire un câlin. Spoiler, ça se finit pas hyper bien pour elle et personne ne s'en plaindra. C'est voilà, donc ça servait à rien. Bon, le dialogue qui m'a définitivement perdu. Oula, je me suis tapé un fou rire et j'ai dû repasser la scène plusieurs fois pour être sûr que j'avais bien entendu. C'était pendant une scène de carnage où un requin se mettait à bouffer tout le monde et agressait notamment un policier. Et là, un autre policier lui dit: Viens, mec, viens, allez, donne-moi ton bras. Non, l'autre bras. Et il disait ça à un policier qui venait de se faire bouffer un bras. Et encore une fois, l'autre bras, je l'ai fait. Non, l'autre bras, mais non, c'était dit intense. Donne-moi ton bras, l'autre bras. C'est n'importe quoi. Il dit ça à un mec devenu manchot parce qu'il s'est fait bouffer le bras par un requin enragé. C'est n'importe quoi. Oh, c'était vraiment, j'étais absolument mort de rire. Je vous dis, les moments de chaos, pour moi, c'était. Alors qu'en plus, c'est horrible comme moment. T'as des dizaines de personnes qui se font bouffer d'un coup. Moi, j'étais absolument mort de rire. C'était horrible. Et c'était horrible. Bon, évidemment, voilà. C'est encore une fois, c'est une représentation très simpliste. En plus, il y a un caméo que j'ai toujours pas compris. T'as Monsieur Poulpe, oui, qui est dans ce film.
il joue en gros un nageur pour les JO. Je veux dire, quitte à avoir Monsieur Poulpe, lui donner pas un rôle muet, quoi. Et le pire, c'est que genre, tu vois bien qu'il a conscience d'être dans une énorme merde. Parce que, bon, du coup, bon, si vous voulez pas être spoilé, avancez à la 6e minute. Mais du coup, bon, évidemment, à la fin, le requin dévore tout le monde pendant le triathlon. Et t'as Monsieur Poulpe qui fait vraiment une gueule en mode: Oh, merde. Et je vous déconne pas, hein, c'est vraiment, il se retourne, il fait: Oh. Et là, il nage parce que, oh là là, un requin est en train de dévorer les gens. Il faudrait quand même que je me dépêche un peu, car cela risque de s'avérer dangereux. Pour le coup, c'est vraiment, c'est le plus gros moment what the fuck du film, et croyez-moi, il y en a eu plus d'un. Après, si je devais reconnaître une qualité au film, c'est que la fin était osée, même si totalement incohérente. Alors là, du coup, pour ceux qui ont voulu avancer pour les spoilers, désolé, je me suis encore gouré, donc écoutez, avancez à la 8e minute, d'accord? Désolé. Donc, oui, donc à la fin, en gros, le requin, les militaires essaient de tuer le requin. Sauf que ces cons, ils touchent des torpilles qui étaient dans la Seine, ce qui fait que du coup, les torpilles explosent, ce qui fait que tout Paris se retrouve inondé. Mais malgré tout ça, les requins sont toujours en vie, alors que des torpilles ont explosé juste à côté d'eux. Alors bon, c'est d'une fois complètement conne, on est d'accord. Je veux dire, pourquoi il y avait des torpilles dans la Seine? Je veux dire, je sais que la mer est une conne, mais à ce stade, c'est quand même. Voilà quoi. C'est. Oui. En plus, le pire, c'est que ce torpille avait jamais été introduit avant. Donc c'est vraiment. J'étais vraiment. Attends, mais quoi? Mais quoi? Et donc voilà, c'était effectivement, c'était complètement con. Et bon, le fait que les requins aient survécu alors que des torpilles ont explosé littéralement juste à côté d'eux, voilà, ça j'ai pas besoin d'en dire plus. Mais voilà, je dois avouer que c'était une fin qui en soi était plutôt osée d'assumer le fait que oui, ça se termine pas bien du tout, que le monstre soit pas du tout, soit pas du tout neutralisé, que ce soit juste les personnages qui attendent de mourir à leur tour. Oui, je dois avouer que c'était une fin plutôt osée, mais bon, voilà, ça rend pas le film bon pour autant, hein, loin de là, le film est un énorme nanar, je vous le dis, vraiment, regardez-le entre potes, vous vous taperez une énorme barre, hein, c'est vraiment un film qu'il ne faut pas prendre une seconde au sérieux, et croyez-moi, vous saurez l'apprécier. Numéro 3, Garfield, héros malgré lui. Alors, je suis pas un grand fan de Garfield, hein, même pas un fan du tout. Et quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, pourquoi pas, elle m'a pas fait particulièrement rire, mais je me suis dit, oui, allez, c'est vrai que on peut peut-être faire un film. Alors, je sais qu'il y a déjà eu des films Garfield qui ont été faits avec Bill Murray, mais je les ai pas vus. En plus, je crois que c'est des trucs en live action. Donc là, c'était en plus une animation qui semblait respecter le style de la bande dessinée. Oui, je me disais pourquoi pas. En plus, en VF, c'était doublé par Kayan Kojandi, le mec de Bref, et ça, je me suis dit, bah oui, c'est une très bonne idée parce que, vu les personnages qui jouent, c'est vraiment la voix parfaite pour Garfield. Alors, j'ai vu le film. J'admirais déjà Kayan Kojandi pour son travail dans Bref. Et là, je peux vous dire qu'avec ce film, mon admiration pour lui a grimpé en flèche. Pourquoi? Parce que pendant tout le film, il a continué à dire ses répliques avec la même énergie. Et putain, quelles répliques pourries. C'est-à-dire que dans ce film, pas un moment ne m'a fait ne serait-ce que sourire. Je ne plaisante pas, hein. C'est-à-dire que dès les 5 premières minutes, dès les crédits d'ouverture, j'étais en mode: Oh putain, ça commence vraiment très mal. Les personnages ne sont pas drôles du tout.
autant ceux adaptés pour la bande dessinée que ceux inventés exclusivement. Garfield n'a aucune vraie évolution. Bon, je spoil, mais ça a vraiment aucun intérêt parce que, et puis de toute façon, c'était totalement prévisible. On nous fait le coup du père qu'on croyait que c'était un connard qui avait abandonné son fils parce que bon, il est allé chercher du lait, il est jamais revenu. Mais en fait, c'était un malentendu et son père c'est quelqu'un de très bien. Mais ça, alors c'est un problème de trop. Ça, c'est un problème, c'est le trop en soi qui est un problème pour l'évolution du personnage. Parce que c'est juste le fait que le personnage pardonne à son père à qui il en voulait, quand il se rend compte que non, c'est pas un connard, c'est juste, oui, il a fait une erreur et il s'en rend compte. Alors que donc il évolue pas vraiment, alors que ça serait bien plus fort s'il avait la confirmation que euh, oui, c'était bien un connard, mais il apprenait à vivre malgré tout, à surmonter, à surmonter ça et à savoir se défaire de ce père malsain. Donc là, bon, non, évidemment, donc les personnages n'ont aucune vraie évolution, absolument aucune. Le père de Garfield n'est pas attachant une seconde parce que le pire, c'est que, je veux dire, même si c'est un malentendu qui s'est passé avec son fils, je veux dire, c'est pas une raison pour faire le connard prétentieux qui passe son temps à la péter et à le vanner dès qu'il rate le moindre petit truc. C'est en mode, oh bah dis donc, alors on croit qu'on est un chat intelligent et doué, mais alors, c'est quoi ça, hein, c'est quoi? Mais ferme ta gueule, putain, t'as vraiment intérêt à faire profil bas. Vu la situation, c'est pas possible. Bon, la méchante, c'est le cliché habituel de juste l'hystérique qui a la motivation la plus pétée que j'ai jamais vue. C'est vraiment sa motivation, c'est du grand n'importe quoi. En plus, euh, ces hommes de main, en vrai, ils me font un peu pitié. Ces hommes de main, en vrai, ils me font un peu pitié. Alors, ils ont une rédemption. Encore une fois, je spoil, mais ça n'a aucun, parce que ce film n'a aucun intérêt, vraiment. Même pour rire devant sa nullité, ne le regardez pas. Ces hommes de main, ils ont une rédemption qui est totalement pétée, c'est-à-dire qu'elle sort totalement de nulle part. Et en plus, c'est même pas genre Garfield qui les convainc de devenir gentils, c'est eux qui d'un coup disent bon non, on veut pas être méchants. Quand genre elle leur demande de tuer Garfield, et je veux dire, pendant tout le film, ils étaient prêts à le faire, mais quand je dis prêts à le faire, c'est même pas genre ils se disent oh, d'accord, on va le tuer. C'est vraiment, si elle les avait pas arrêtés ou s'il n'y avait pas eu un événement qui les en aurait empêchés, ils l'auraient fait. Mais là, quand ils peuvent enfin le faire, ils sont en mode mais je vais pas tuer un chat, t'es malade ou quoi? Donc voilà, c'est du grand n'importe quoi. Il y a un point aussi sur lequel, bon, l'humour est absolument catastrophique. 99% des blagues, c'est juste Garfield qui parle de bouffe. Voilà, je veux dire, le gag du personnage qui pense qu'à bouffer, c'est marrant que quand c'est Obélix, sinon, là, voilà, c'est pas drôle une seconde. Encore une fois, rien dans ce film ne m'a fait rire, même de façon sarcastique. Et l'animation, mais l'animation est d'une laideur. C'est-à-dire, c'est un mélange atroce entre la 2D et la 3D. Oui, c'est du grand n'importe quoi. Cette animation, elle est juste dégueulasse. Les personnages sont très mal animés. Leurs mouvements sont très mal animés. Rien que le fait qu'ils bougent la main, ça paraît faux. Je veux dire, comment ils ont pu se rater à ce point. Et d'ailleurs, oui. euh, et je veux dire, et le pire, c'est que je suis resté jusqu'au bout pour me dire, attends, est-ce qu'ils sont cons au point d'avoir voulu faire une scène post-générique pour te promettre une suite? Et c'est pas vraiment une scène post-générique, mais oui, c'est en gros une planche de Garfield pour te dire, est-ce que vous voulez une suite? Non merci connard. Donc c'est ça qui me terrifie le plus, c'est que est-ce qu'on risque d'avoir une suite de cette merde monumentale? Par pitié, non. Non, 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 non. Numéro 2, du cobu passe au vert.
Alors bon, que dire de la saga du Cobu, les films, je parle. Alors le premier, je l'aime vraiment. C'est-à-dire, je trouve qu'il est vraiment réussi, autant en tant qu'adaptation fidèle à la bande dessinée qu'en tant que comédie tout court. Les gags marchent bien, il reste fidèle à la bande dessinée tout en inventant ses propres trucs. C'est-à-dire que le personnage de Mademoiselle Rateau n'existait pas à l'origine dans la bande dessinée. Dans la bande dessinée, le père de Ducobu et la mère de Léonie Gratin se faisaient la guerre et n'étaient pas du tout amoureux. Donc voilà, il n'y avait pas la mère de la touche, c'était des changements, voilà, c'était des changements bienvenus et bien faits. Le 2 était moyen, mais ça allait. Le 3 à partir du 3 c'est Elise Moon qui est aux commandes. Le 3 est vraiment moyen, mais il y avait au moins un minimum d'idées avec le concours de chant. Donc voilà, au moins ils ont au moins t'avais une vraie histoire. Le 4 était vraiment mauvais avec une histoire mal construite, des personnages secondaires qui sont très mal écrits et des gags de moins en moins travaillés. Et alors celui-là, mais je vous dis, on a atteint les tréfonds de l'humour. C'est vraiment, même Cyril Hanouna est plus drôle que ce film. C'est... Ah. Déjà, aucun acteur ne joue bien. Enfin, si Nicolas Marié joue bien, mais c'est parce que c'est Nicolas Marié, voilà. Et c'est... Waouh. En fait, par où commencer? C'est-à-dire que je sais même pas par où commencer tellement rien ne va dans ce film. J'ai tellement de choses à dire dessus que donc en gros l'histoire c'est du Cobu qui invente une énième stratégie à la con pour sécher les cours. C'est prétendre vouloir mener une campagne écologiste. Alors évidemment, tout le monde le croit, parce qu'il faut croire qu'après 4 films, ces cons ont toujours pas douté qu'il bluffait, que tout ce qui comptait pour lui, c'était de ne rien foutre. C'est-à-dire, je veux dire, le directeur, il l'a quand même depuis, attendez, dans la chronologie, euh, ouais, attendez, dans la chronologie, le directeur, il l'a quand même depuis, bah oui, depuis 4 ans. Et il s'était toujours pas rendu compte que tous ses plans, c'était juste pour ne pas avoir à travailler. Et ça montre aussi l'énorme problème du rapport aux écologistes dans notre monde aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait que notamment du Cobu fasse un barrage devant l'école et on empêche l'accès, bah, la touche essaie du coup de le retirer, de l'empêcher de faire barrage. Et du coup, le directeur est en mode non mais vous avez pas honte, c'est totalement inacceptable comme attitude. C'est vraiment, c'est malheureusement réaliste ce truc. On est dans un monde, on est dans un monde parallèle parce qu'encore une fois, le rapport à l'écologie de ce film est un des plus catastrophiques que j'ai jamais vu. C'est genre, t'as la mère de Léonie Gratin qui du coup veut leur faire des plats plus écolos, donc elle leur prépare une merde, un plat qui est composé majoritairement d'ordures, de restes, enfin bon, vraiment de trucs dégueulasses. Et voilà, c'est un plat, tu sens que le plat est vraiment dégueulasse. Et du coup, évidemment, le père de Ducobu ne veut pas en manger, mais t'en déduis que mais ce que tu dois déduire, c'est que le père de Ducobu ne veut pas en manger parce que c'est un gros beauf viandard qui refuse le moindre changement, voilà. Alors que non, je veux dire, tu vas pas le blâmer de pas vouloir manger de la pure merde. Euh, oui, et encore une fois, je veux dire, on te fait la promotion d'un modèle écologiste absolument catastrophique. C'est-à-dire que Léonie Gratin, qui est la voix de la raison dans ce film, qui te dit comment il faudrait être un écolo, elle te pose des conditions qui font, oui, qui font de ta vie un véritable enfer. C'est-à-dire que
tu ne peux vraiment plus vivre. Bon, et d'ailleurs, parlons-en du Cobu, Léonie, tout ça. Bon, outre le vegue, voilà, c'est quand même changer d'acteur à chaque film, c'est quand même de plus en plus. Dire, tu le remarques quand même de plus en plus. Et, euh, et l'acteur qui joue du Cobu, en vrai, j'ai de la peine pour lui. Parce que contrairement à l'acteur du 2 et celui du 4, lui, tu sentais qu'il faisait des efforts, tu sentais qu'il s'éclatait à jouer du Cobu et qu'il y mettait vraiment toute son énergie. C'est juste que bah tu peux pas faire quelque chose de bien avec un truc comme ça. Mais voilà, en vrai, je félicite l'acteur qui a joué du Cobu parce que tu sens, oui, tu sens vraiment qu'il a fait du mieux qu'il a pu. Et s'il a pris du plaisir à faire ce film, bah vraiment, tant mieux pour lui. Euh, oui, donc aussi pour s'écarter un peu du truc écolo, mais on y reviendra plus tard, on va aussi parler de la continuité, parce que oui, encore une fois, je vous ai déjà parlé de la connerie des personnages, qui vraiment se doutent pas une seconde, alors que ça fait quand même 4 films, mais ils se doutent pas une seconde que du Cobu qui devient écolo du jour au lendemain, alors qu'il était en mode lol, écolo, c'est quoi ce truc? Personne ne se doute que c'est un petit peu louche que du jour au lendemain, ils deviennent un fervent écolo. Outre ça, t'as Latouche qui est devenue la dernière des ordures. C'est-à-dire que bon, il a jamais, voilà, il a toujours été à moitié fou, mais là, et en plus radin, mais là tu vois, c'est devenu une pince et infidèle. Non, je déconne pas. Non seulement c'est une pince qui arrête pas d'emmerder Mademoiselle Rateau à lui dire à quel point leur mariage ça va être chiant parce que ça va lui coûter une fortune, mais en plus t'as une prof de gym à la con qui débarque et automatiquement il a envie de la baiser. Et le pire, c'est que il est jamais puni pour ça. C'est-à-dire que la seule scène vraiment satisfaisante du film qui m'est vraiment procuré un plaisir, c'est quand Mademoiselle Rateau se rend chez cette connasse, parce que oui, c'est une connasse, parce que elle sait qu'il est fiancé et c'est pas juste lui qui la drague, hein, elle aussi elle le drague. Donc Mademoiselle Rateau cherche la touche, elle se rend chez cette connasse et en gros, et elle l'attache à une chaise et ça commence vraiment à basculer en mode film d'horreur. Elle était prête à la torturer pour savoir où est la touche. Donc voilà, juste l'avoir tabassé cette connasse, c'était satisfaisant. Et, et après, ce truc, c'est totalement oublié, c'est-à-dire que à la fin, Latouche et Mademoiselle Rateau se marient, enfin, il serait temps. Et c'est vraiment, on ne parle jamais du fait que Latouche était vraiment prêt à tromper sa fiancée. Et le fait que c'est même pas, il s'est laissé emporter sur le coup, alors bon, ça n'excusera pas tout, mais c'est même pas, il s'est laissé emporter sur le coup et il a des regrets après. C'est vraiment, oui, il a voulu niquer une autre meuf, mais oh là là, oui, bah et alors? Et c'est vraiment la seule personne qui est condamnée dans cette affaire, c'est la prof de gym, qui, oui, est certes une connasse, hein, ça indubitablement, mais la touche est tout aussi fautive qu'elle. Lui aussi, il aurait mérité de se faire d'au moins se faire tabasser. C'est euh, c'est d'un niveau de toxicité ce truc, c'est n'importe quoi. Le pire, c'est que Elise Moon crée des incohérences par rapport aux films précédents, y compris les films qu'il a lui-même fait. C'est-à-dire qu'à la fin du Cobu 3, Monsieur Latouche prend enfin son indépendance vis-à-vis de sa mère et décide de choisir Mademoiselle Rateau, ce qui lui fait voilà une évolution de personnage. Tandis que dans ce film, c'est retour à la case départ. Latouche ne peut pas épouser Mademoiselle Rateau s'il n'a pas le consentement de sa mère. Ce qui du coup fait revenir à des gags pourris, alors que la mère de Latouche, elle était très drôle, mais là même elle, même elle, ça devient chiant comme pas possible. Donc, c'est, il fait régresser son personnage, même dans l'évolution qu'il lui a apporté dans les films précédents. Voilà, c'est quand même assez catastrophique. Et, euh, et parmi les nouveaux personnages introduits, il y en a un, je vous en parlerai à la toute fin parce que c'est vraiment.
Si vous, parce que c'est vraiment ça vaut le coup, mais donc il y en a un qui ça, donc voilà, il y a toujours Monsieur qui triche, qui en soi, qui fournit à Ducobu tous ses outils pour la triche. C'est-à-dire que vraiment on en est à un stade où Ducobu en soi ne triche pas par lui-même, il n'a plus aucune créativité. Il commande tout chez Monsieur qui triche et le seul truc, la seule façon dont il triche pendant le film, c'est c'est en ayant l'idée de se faire passer pour un écolo. Et sinon, tous les gadgets qu'il a, c'est plus lui qui les invente, c'est Monsieur qui triche, il les lui fournit. Voilà, c'est comme si Gaston Lagaffe allait chercher son gaffophone chez Brico Dépôt. Bon, je vais pas m'attarder. Oui, il y a aussi une scène insupportable où t'as un youtubeur dont j'ai oublié le nom, mais qui est le beau-fils d'Elysée Moon, et dont j'ai regardé quelques vidéos et qui voilà, était en plus assez drôle. Et donc là, il est dans ce film, et en gros, il joue un influenceur avec un autre gars, je sais pas qui c'est lui, dont en gros Ducobu veut se servir pour justement faire sa campagne écolo, sauf que ils sont trop focalisés sur le fait d'être des influenceurs jeunes et de parler en langage de jeunes. Je vous laisse imaginer le malaise de la situation qui dure genre vraiment, tu vois du coup la vidéo de Ducobu avec deux influenceurs, il dure vraiment genre 5 minutes où Ducobu essaie de leur parler sérieusement et où ils font oh là là, hashtag choqué, oh là là, eh on vas-y, yo on prend un selfie, wesh, wesh on est des jeunes. C'est, je crois que j'ai jamais été autant gêné devant un film de toute ma vie. Même quand je, Même quand j'étais enfant et que je regardais des scènes de cul avec mes parents, j'étais pas aussi gêné. C'était, c'est juste un niveau là. Mon cerveau s'est vraiment débranché et il est allé commettre un attentat au World Trade Center en 2001 tellement c'était le bordel. Et waouh, waouh. Et donc oui, parmi les personnages rajoutés, donc t'as Moisy, joué par Nicolas Marié, qui joue un entrepreneur qui veut raser le parc dans lequel Ducobu a l'habitude de jouer. Et donc c'est un fervent anti-écolo. Et s'il veut raser le parc, et ça c'est lui-même qui le dit, c'est parce qu'il déteste le vert. Lui, il n'aime que le gris. Vous vous souvenez de la vidéo de JDG sur Captain Planet où il parlait de cette représentation complètement conne qu'on avait que la série faisait de la façon dont la pollution arrivait, notamment en mettant en scène des super vilains qui détestaient un air sain et pur. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'ai vu le film au cinéma, pile à ce moment-là, je me suis dit, mais putain, mais c'est Captain Planet ça! On en est à un stade où c'est vraiment un dialogue qui est aussi con que celui qu'on a dans un dessin animé débile des années 90. Parce que le pire, c'est que je pense que c'était même pas un dialogue volontairement absurde, que c'était, oui, exagéré, mais c'est vraiment pour dire, c'est comme ça que tous les anti-écolos sont. Et voilà quoi. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? Parce que bon, évidemment, voilà, c'est aussi un film complètement con. À la fois, il te montre, il t'encourage une écologie beaucoup trop extrême qui du coup t'empêche d'avoir la moindre vie. Tu peux pas respirer, tu peux pas acheter de livres, tu peux pas allumer la lumière plus d'une seconde. Mais en plus, ça te montre que ceux qui ne sont pas d'accord avec ça sont ce genre de personnes-là qui en gros rigolent quand ils savent qu'ils vont polluer. Non mais je déconne pas, c'est vraiment... Vers la fin du film, il est sur son tracteur et il dit allez, enlève-moi tous ces arbres. Et genre, et quand à la touche il s'oppose à lui, il essaie de le tuer. D'accord. Mais est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose là? Là, c'est
Si j'ai besoin d'ajouter quelque chose de plus, c'est mon cerveau va revenir, se délouger à nouveau. Cette fois, il partira sur Mars, il entrera dans une station, il reviendra dans l'ISS et puis il deviendra la propriété d'Elon Musk et je pourrai pas le récupérer. C'est chiant quand même. C'est, euh, c'est quand même. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus, encore une fois? Bon, et bon, à la fin, t'as une razzia où il se fait tabasser où il se fait tabasser par les enfants, où, où c'est même pas une scène satisfaisante, parce que bon, déjà, comment tu peux être satisfait quand tu vois un personnage pareil se faire tabasser, quand c'est un personnage aussi caricatural, et aussi, voilà, Nicolas Marié est quand même assez vieux, donc toi, tout ce que tu vois, c'est un vieux monsieur c'est un vieux monsieur qui se casse la gueule, qui se fait frapper par des enfants. Et le pire, c'est que t'as même pas le moment où on essaie de te créer un suspense à la con en te faisant croire que genre Ducobu va peut-être être blessé. T'as même pas un moment où genre il arrive à saisir Ducobu et on essaie de te faire croire qu'il est dans la merde. Alors moi, j'attendais que ce moment, au moins le fait qu'on puisse suggérer que Ducobu allait s'en prendre plein la gueule, ce que j'espérais plus que tout au monde. On est quand même à un stade où Ducobu, qui est une BD que j'adore, et un personnage que j'adore en général, j'espérais juste qu'il se fasse péter la gueule. Et non, c'est-à-dire que bon, la bataille finale, c'est vraiment pas un moment, c'est juste pendant 5 minutes, Nicolas Marié qui s'en prend plein la gueule. Et d'ailleurs, oui, j'ai de la peine pour lui parce que c'est un super acteur. Et même dans cette bouse, hein, il est investi. C'est-à-dire que sa réplique à la con, là, je déteste tout ce qui est vert, euh, il l'a dit avec le plus d'intensité et de justesse possible. Mais même lui, il peut pas rendre, mais même lui, il peut pas rendre une réplique pareille bonne. Et, et voilà. Et le pire, c'est qu'à la fin, il se fait arrêter, mais genre sans aucune explication. Alors vous allez me dire, bah si, quand même, c'est parce qu'il a quand même essayé de tuer la touche. Non, ça, la touche, il s'est libéré tout seul, donc en soi, il n'y avait aucune preuve. Et, et voilà, on n'a pas découvert d'action illégale. On ne sait pas si la police a découvert des activités illégales qu'il faisait, c'est vraiment comme ça, parce qu'il voulait en gros raser le parc, alors qu'il avait une autorisation. Les seuls dans l'illégalité en question, c'était les enfants qui l'ont empêché de faire une action légitime. Il avait totalement le droit de raser le parc et qui en plus, les seuls qui auraient dû être en tôle, c'est les enfants c'est les enfants qui ont exercé des violences aggravées sur une personne âgée. Voilà quoi, je sais que la logique on s'en fout, mais quand même. Et oui, et puis d'ailleurs, parlons-en, parce que c'est ça le problème, parce qu'on essaie de te faire croire que oui, finalement, Ducobu est devenu écolo, mais je veux dire, il n'est pas. Le seul moment où il a réagi pour protéger la nature, c'était pour protéger son parc, parce que c'est le parc où il avait des souvenirs, où il aime jouer, voilà, parce que c'est un bon souvenir pour lui. Et, et je veux dire, et le pire, c'est que tout ça, c'est même pas un déclic, c'est même pas après avoir sauvé le parc, qui fait ah oui, ça va me faire prendre conscience d'autre chose. Non, mais on est censé comprendre que ça y est, il est devenu totalement écolo, alors qu'encore une fois, non, c'est juste du pur égoïsme. Et pour finir sur ce film de merde qui est un des pires étrons qu'ait fait le cinéma français, et preuve ultime que vraiment bah, du Cobus, ça doit s'arrêter. Je veux dire, je savais qu'avec une idée pareille, ils allaient faire le pire film de la franchise. Et croyez-moi, ils ont plus que jamais surpassé mes attentes, hein. Et, et ma curiosité morbide me fait d'ailleurs demander s'ils vont aller jusqu'à en faire un sixième. Parce que là, est-ce qu'on pourra faire encore plus mauvais? Je ne sais pas. Euh, mais bon, le truc ultime, c'est que un autre personnage secondaire rajouté, c'est Cascou, le meilleur ami du Kobu qu'on a vu donc un film auparavant et qui est pas du tout nouveau, hein. T'es juste censé intégrer comme ça que c'est son meilleur ami. Et en gros, c'est un personnage qui s'appelle Cascou
parce qu'il arrête pas de se casser la gueule. Et le gag, c'est que à chaque fois, il demande à Ducobu de monter sur son nouveau moyen de locomotion, donc une trottinette ou un vélo. Ducobu le croit, enfin il lui fait confiance, et à sa grande surprise, il se casse la gueule. Ha 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 ha. Je crois qu'il va falloir m'enfermer, sinon je vais accompagner mon cerveau dans son attentat. Et là, mes amis, vous vous dites qu'à un niveau pareil, on a sans doute atteint le pire film de 2024. Eh bien non, car voici le numéro un, roulement de tambour, le pire film de 2024, numéro un, Madame Web. Oui, le film où Dakota Johnson joue une meuf dont le pouvoir se résume au Spider-Sense version puissance 10. Alors bon, je savais que j'allais tomber sur, je savais que j'allais tomber sur une merde. Je peux vous dire que je suis tombé sur un océan. Là, c'est vraiment Monsieur Anki sera fier de voir tout ce tas de merde, hein. Bon, encore une fois, je ne sais pas par où commencer tellement rien ne va. C'est-à-dire que c'est vraiment, je pense, que c'est un des plus mauvais films, si ce n'est le plus mauvais que j'ai vu de toute ma vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment, il n'y a pas une seconde dans ce film où je me suis dit, ah, pourquoi pas? C'est rien n'allait du début au milieu, du milieu à la fin. Il n'y a vraiment pas un instant où j'étais, ah, ah, ah. C'était juste waouh! Alors, j'avais la chance d'être dans une salle de cinéma vide, c'est-à-dire j'étais le seul qui était allé le voir, ce qui faisait que du coup, je me suis permis du coup de parler bah, pendant le film, vu que forcément j'étais tout seul. Et croyez-moi, ça en valait le coup, parce que du coup, le fou rire que j'ai pu me taper, parce que du coup, bah voilà, je me la jouais un peu comme Matt se fait des films, dès qu'il y avait une connerie, je le pointais du doigt et je blaguais dessus. Et vu le nombre de conneries, c'est-à-dire, il n'y a pas une minute dans ce film où il n'y a pas un élément qui est tellement mauvais qu'on pourrait l'analyser pendant 10 minutes pour expliquer à quel point il est mauvais. C'est Tout est raté. Évidemment, les performances des acteurs sont absolument catastrophiques. Autant Dakota Johnson, mais bon, en même temps, quand ta carrière s'est lancée avec 50 millions de degrés, faut pas s'attendre à grand chose. D'une actrice porno, forcément, ça va pas aller bien loin. Euh, que des trois gamines qu'elle doit protéger, qui, bon, jouent toutes extrêmement mal. Leurs personnages sont très mal écrits, rien ne va. Et d'ailleurs, oui, et d'ailleurs, le problème, c'est que ces gamines, t'es censé t'attacher à elles, alors que c'est juste trois petites connes dont, en gros, la vie est en danger, et toi, t'as qu'une envie, c'est que oui, justement, elles crèvent. Je veux dire, t'es une connasse. T'es une connasse. C'est en gros une noire c'est une noire qui, la première fois qu'on la voit, en gros, elle grille un feu rouge. Madame Webb le lui fait remarquer, elle lui fait un doigt. Quand elles sont dans la forêt avec très peu de provisions, elles bouffent toutes les provisions parce qu'elles ne pouvaient pas se retenir. Dès qu'une mauvaise décision est à prendre, elle la prend. C'est vraiment, j'avais juste envie qu'elle s'en prenne plein la gueule pendant tout le film. Je vous dis, ce film m'a procuré du plaisir. Mais du plaisir dans le sens où j'étais absolument mort de rire tellement il était mauvais. Et aussi, les autres moments de plaisir, outre les moments de fou rire, c'était voilà, les moments où on essayait de te faire croire que les filles allaient être tuées et où du coup tu les voyais on prend plein la gueule. Là, j'avoue, la satisfaction se faisait ressentir dans mon visage et ma voix. Donc, voilà, outre, oui, les personnages détestables, pas du tout attachants, c'est-à-dire Madame Web, je me suis pas attaché à elle, ne serait-ce qu'une seconde. Euh, Leur évolution est totalement bâclée et en plus tellement cliché, je veux dire. Le coup du
Je veux dire, quand elles sont dans la forêt, Madame Webb à un moment se casse et leur dit euh, bon, je reviens, mais vous faites aucune bêtise pendant mon absence, vous restez là. Oui, oui, promettez-le moi. Oui, oui. Et moi, et le pire, c'est que le truc dure pratiquement 30 secondes, vous me le promettez, hein. Mais oui, mais vraiment, mais oui, mais oui. Et moi, j'étais en mode bon, non, mais bon, c'est bon, on a tous compris comment ça va se passer. Elles vont faire une connerie qui vont foutre la merde et donner l'avantage aux méchants. Après, tu vas péter un câble et leur dire que tu les détestes, ce qui est mon cas aussi. Puis elles vont, puis elles vont pleurnicher, puis tu vas t'excuser alors que c'est elles qui ont merdé depuis le début. C'est exactement ce qui s'est passé. Exactement. Les Totally Spies sont allés dans un bar. Elles se sont mis à twerker devant des adultes. Sexualisation de mineurs. Je savais pas qu'on était dans un animé. Merci pour l'information. Ce qui les fout énormément dans la merde. Madame Webb les engueule vaguement et c'est vraiment grosso merdo. Juste leur reprocher d'avoir agi comme des connes. Et ça, c'est vraiment. Non, t'es trop méchant. Voilà. Et puis aussi, je me dis à quel moment ces quatre connasses sont des super-héroïnes. Je veux dire, tout ce qu'elles font dans le film, c'est vouloir sauver leur peau. Elles ne sauvent la peau d'aucun autre personnage qu'elles-mêmes durant tout le film. Pire, elles mettent la vie d'innocents en danger. Quand elles se font poursuivre par le méchant à deux balles, elles n'hésitent pas à pousser violemment des automobilistes hors de leur véhicule, à voler, à voler des véhicules, à bousculer les gens, à s'en servir. C'est limite si elles saisissent pas une grand-mère et qu'elles s'en servent pas comme bouclier humain. Je veux dire, à la fin, t'as un hélicoptère des secours qui vient pour les aider. Euh, le méchant, euh, le méchant fait péter l'hélicoptère, donc bah, les secouristes tombent morts. Et leur seule réaction, c'est oh non, comment on va faire pour s'enfuir maintenant? Quelle bande de poufs. C'est vraiment quelle bande de grosses poufias. Et bon, le méchant, est-ce que j'ai besoin d'en dire quelque chose? C'est le gars, le costume de Spider-Man. Enfin, le costume. C'est-à-dire, c'est un mélange dégueulasse entre le costume de Miles Morales et le costume noir de Peter Holland dans Spider-Man No Way Home. Donc, c'est vraiment, vraiment, même un cosplay d'Halloween serait mieux fait que cette merde. Et il a les pouvoirs de Spider-Man, à savoir l'agilité surhumaine. C'est-à-dire que le Spider-Sense et l'étoile, ça non. Voilà. Parce que c'est exactement ça hein, dans ce film. Ces personnes-là, ce sont des versions Wish de Spider-Man qui ont une partie de ses super pouvoirs, mais sans le reste. C'est Madame Web, son pouvoir, c'est le Spider-Sense, puissance 1000. Et enfin, puissance 10, voilà, parce que je pense que même Peter McGuire en a un plus développé. Et évidemment, dans un film aussi pourri, quand tu as un pouvoir qui est l'anticipation d'événements avant que ces événements en question se produisent, tu peux bien te douter que du coup, c'est absolument catastrophique à voir. C'est-à-dire, tous les moments où Madame Web voit son pouvoir être activé et anticipe un événement avant que cet événement n'advienne, c'est extrêmement mal fait visuellement, c'est incompréhensible, c'est catastrophique du début à la fin. Encore une fois, n'importe quel moment de la trilogie de Sam Raimi ou Peter McGuire utilise son Spider-Sense est mille fois mieux fait que ça. Euh, et mille fois mieux fait que ça. Les effets spéciaux sont atroces. Et littéralement, la fin, elles battent le méchant par le pouvoir de l'amitié avec, avec des effets spéciaux. Ah, c'est d'une laideur insupportable. Je veux dire. Et encore une fois, c'est des versions Wish de Spider-Man tellement poussées que elles auraient même pas pu être figurantes au sein de la Spider Society dans Spider-Man Across the Spider-Verse.
C'est voilà, bon. Pour revenir. Et puis aussi, c'est des trucs extrêmement malsains. En gros, le méchant, il veut tuer les gamines parce qu'il a une vision dans laquelle, dans le futur, elles le tueront. Et donc, et, euh, et on n'a jamais aucune réponse à ça. C'est-à-dire que on nous confirme que oui, dans le futur, les gamines l'auraient tué, mais on ne nous dit pas pourquoi. On ne nous dit pas dans quelles circonstances. Et grosso merdo, on reproche au méchant d'avoir refusé d'accepter son destin. Donc en gros, c'est vraiment, Madame Web lui dit littéralement, t'aurais mieux fait d'accepter ça. Donc il aurait mieux fait d'attendre de crever comme une merde. Alors vous allez me dire, oui, enfin, entre refuser de crever comme une merde et être prêt à tuer trois gamines, il y a quand même une différence. C'est vrai. Mais bon, face à des connasses pareilles, si, si les tuer exigeait, si les tuer permettait de rester en vie, croyez-moi, n'importe qui le ferait, hein. N'importe qui les tuerait, hein, même sans la moindre contrepartie. Donc à ce stade-là, et oui, quand bien même, c'est genre hyper malsain, parce que c'est même pas le méchant aurait eu d'autres moyens d'être en vie, à savoir ne pas être un méchant en mode il a déclenché son propre malheur, c'est vraiment on lui dit juste ah bah il faut accepter, ah bah il faut accepter le cours des choses, hein, mon vieux, hein, c'est comme ça. Et donc t'as en plus un message hyper malsain. Bon, aussi la narration est absolument catastrophique. C'est genre t'as Madame Web qui fait sa formation express. C'est quand même, il y a un taré qui est à leur trousse, mais elle a quand même le temps de se rendre, je sais plus si c'est au, oui, je crois que c'est au Pérou, de se rendre au Pérou, donc d'aller des États-Unis au Pérou alors qu'un méchant veut les tuer pour faire sa petite formation au calme, c'est vraiment vas-y, fais un petit safari, on a tout notre temps. Et du coup, elle se rend chez une tribu de oui, chez une tribu de Spider-Man mais sans les costumes, c'est vraiment, je vous dis, ce film, c'est une fanfic Spider-Man avec un budget inférieur à celui de l'Europe de l'Est. C'est voilà. Et pour revenir aussi sur le jeu absolument catastrophique des acteurs, on inclut dans l'histoire, t'as l'oncle Ben et tante May qui en soi ne servent à rien. C'est-à-dire que bon, à la fin, elle accouche d'un gamin qui, je crois en plus, s'appelle Peter. Alors, je sais pas si vous avez lu ou vu un jour quoi que ce soit concernant Spider-Man, mais Peter n'est pas le fils biologique de l'oncle Ben et de tante May. Absolument pas. Alors, je vous jugerai pas si vous aviez rien lu ou vu de Spider-Man, parce que vous faites ce que vous voulez. Mais quand vous faites un film adapté d'un personnage de Spider-Man, ça pose quand même un peu problème. Et là, je vous dis. Mais bon, bref, ne nous déconcentrons pas. Donc, ta tante May qui va accoucher. Et donc, l'oncle Ben, et donc elle commence à paniquer parce que voilà, elle perd les os et tout. Et l'oncle Ben, lui, il reste calme. Il dit ok, allez, on y va. Et bon, déjà, tu te dis waouh, il est un peu trop passif. Il est un peu trop passif, le gars. Mais oui, d'accord, on va admettre qu'en gros, il reste calme pour du coup empêcher que ton nez stresse encore plus. Donc voilà, pour qu'elle se détende. Et sur le chemin, t'as le méchant qui arrive et qui défonce la voiture du gars. Donc, je vous reconstitue la situation, hein. L'oncle Ben, il est dans sa voiture direction l'hôpital. Derrière, il y a trois gamines qu'il connaît à peine et qui lui ont été confiées par son ami. Parce que, oui, d'ailleurs, bravo Madame Webb, parce que c'est vraiment, elle a confié, pour aller faire son petit safari au Pérou, elle a confié les trois gamines à Ben en sachant que le méchant les recherchait, donc elle a volontairement mis, elle a mis en toute conscience la vie de son meilleur ami en danger, ainsi que de sa femme enceinte. Et donc voilà, donc imagine, t'es l'oncle Ben, donc t'as trois gamines qui ont été refilées de force par ta meilleure amie, tu te rends à l'hôpital
alors que ta femme est sur le point d'accoucher, donc gros moment de stress. Et comme si ça suffisait pas, t'as un taré en costume de Spider-Man version Wish qui arrive et qui casse ta voiture, tentant de tuer les trois gamines et mettant ta vie et surtout celle de ta femme enceinte, je le rappelle, en danger. Et lui, sa réaction, c'est wow, wow, oh, hey, wow, 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 hein. Non, je vais vraiment dire wow là. Ça me wow le wow. Wow, 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 wow. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Je ne sais pas. En vrai, pour le coup, c'est un film hilarant. Vraiment, regardez-le, je vous dis, je me suis tapé des barres de malade. Il est plus drôle que certaines comédies que j'ai vues. Et bon, pas du tout pour les bonnes raisons, mais voilà, il a enterré le SCU à jamais. C'est vraiment, il a tiré sur l'ambulance avec la bombe atomique. Donc voilà, c'était mon top 8 des pires films de 2024 selon moi. Donc la vidéo touche à sa fin, elle était encore plus longue que celle de l'an dernier, donc voilà, désolé si elle était aussi longue. Cette fois, je vais essayer, je vous promets rien, mais je vais essayer de mettre les timecodes pour que vous n'ayez pas à vous taper toute la vidéo et que vous puissiez voir des moments en particulier pour le classement. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2025. Je suis vraiment désolé pour cette très longue absence. Je vais essayer de reprendre un minimum normal. Et sinon, si vous voulez faire votre propre liste, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Toujours dans le calme et dans le respect, s'il vous plaît. Voilà. Sinon, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Salut!